Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, je ne sais pas si vous le savez, mais l'heure est grave. Ah, ça part en vrille. Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, l'excellemment bien surnommé Bruno Ratatouille, a déclassifié un rapport de 73 pages qui nous parle d'organisations secrètes, de réseaux tentaculaires, de quartiers attendez la suite, islamisés. Oui, je viens tout juste de faire une ref à Barney, mais c'est cadeau, prends-la, je te l'offre. En tout cas, pour vous parler de ce sujet, pour vous parler de ce rapport, je ne pense pas être qualifié, messieurs, dames, c'est beaucoup trop pointu. Si je commence à vous expliquer, je vais mal m'exprimer, vous n'allez rien comprendre. Alors, pas le choix, je vais devoir utiliser ma carte Joker. Et oui, je vais devoir faire appel à un expert. Connu mondialement sous le nom de Chalgoumax, l'homme au max, c'est tout simplement Chalgoumi. Et au moins ce qui est sûr avec lui, c'est que vous allez bien comprendre. C'est triste de le dire, leur stratège, c'est de s'infiltrer. Leur stratège, il s'est basé la première sur la plateforme d'un discours victimaire. Deuxièmement, aussi l'identité de ces musulmans, ces jeunes. Il y a deux cibles pour eux, c'est les femmes et la jeunesse. Surtout les femmes, on parle de voile, on parle aussi de la place de la femme, le mépris, le racisme par rapport à les femmes voilées. Deuxièmement, aussi cette jeunesse qui essaie de le recruter et récupérer par une identité musulmane, par un passé colonial et par aussi un peu le rejet de ça. Je trouve que aujourd'hui, l'idéologie des frères musulmans, il est pleinement partagée par des jeunes qui pratiquent, par des jeunes qui ne pratiquent pas, par les réseaux sociaux qu'ils ont presque 2300 sites internet francophones entre la France et la Belgique, les deux pays qui l'ont plus touché, entre aussi des milliers de Twitter, entre des influenceurs, des hommes et des femmes, ils ont préparé leur stratégie, surtout plus à partir du 7 octobre, en utilisant des causes comme celle de la cause palestinienne et d'autres. Vous savez, dans l'islam, une fille qui n'est pas majeure, on ne peut pas lui demander de voiler ou non. Ça, c'est déjà une contradiction avec l'islam. Je trouve que oui, il faut interdire. Parce que ces filles de 6 ans à 8 ans, aujourd'hui, on commence à le voiler, je pense demain, on va le forcer de marier. Ça fait que le rôle de la République, elle est là pour protéger. Elle est là de garder et le protéger physiquement et moralement, d'avoir aussi sa liberté, d'avoir aussi l'accès à l'école, de construire elle-même son avenir. Après, quand elle est majeure, elle est libre de pratiquer de telle manière ou d'autre. Ça, c'est un. Deux, vous savez que pourquoi ils ciblent les femmes? Nous, on a vu malheureusement, après les manifestations de Cré 1995, ils ont essayé d'utiliser, surtout les jeunes filles, l'abeille et tout ça, vous trouvez toujours derrière eux, c'est la stratégie des frérismes et leur aussi complice et leur soutien. J'ai rien compris. Non mais sérieusement, je fais un effort, mais j'ai rien compris. Quelle est l'idée? Quel est l'argument? Qui est cette personne? Que quelqu'un m'explique ce qui se passe. En vrai, la seule chose que j'ai réussi à capter, c'est son argument sur le voile et les mineurs de moins de 15 ans. Mais je vous le dis directement, cet argument pue la merde. Ah, il est factuellement faux. Déjà parce qu'il y a des jeunes filles de moins de 15 ans qui le mettent par elles-mêmes. Ah oui, moi j'en suis sûr de ça. Parce qu'en gros, votre idée, ça se passe comment concrètement? Par exemple, si la police croise une jeune fille blanche avec un bandana sur la tête, ils vont faire quoi? Ils vont la contrôler pour savoir si elle est musulmane? Non, c'est une dinguerie, on peut pas faire ça. Et sur le coup des mariages forcés, je crois vraiment que vous connaissez mal les femmes dans notre pays, hein. Si vous pensez qu'on peut les forcer à se marier, vous n'avez rien compris. Et même si c'était le cas, en quoi empêcher une jeune fille de mettre le voile, ça empêcherait ses parents possessifs d'avoir une emprise sur elle? Non, ça n'a aucun sens. C'est simple, Chalgoumi, même quand on le comprend, ça n'a aucun sens. Bon, et toujours sur le même sujet, parce que je vous l'ai dit, tout le monde en parle, le rapport fait 73 pages. On a CNews qui nous ramène une experte, Florence Bergeau-Blackler. Et quand je vous dis une experte, je ne rigole pas. Regardez, c'est son titre, spécialiste des frères musulmans. C'est fou, non? C'est quel métier, ça? C'est un peu difficile. En fait, ça dépend des endroits. Il y a des quartiers de France qui sont quasiment sous la règle de la charia, c'est-à-dire
où les femmes sont dissuadées de sortir. Alors, ce pas des interventions strictes, mais enfin, ou alors se voiler. Le halal fait partie, bien sûr, de l'instauration de la charia. Et ce n'est pas seulement le halal pour la nourriture, mais c'est d'avoir un comportement licite dans tous les actes de sa vie. Donc, il y a des espèces de police informelle qui vous obligent, en fait, à rentrer, à avoir un comportement licite. Attendez, est-ce qu'elle est en train de nous expliquer que les gens ont des parents qui s'occupent d'eux ou j'ai pas compris là? Non, parce qu'elle nous dit il y a une police informelle qui vous oblige à rentrer. Oui, je crois qu'on l'appelle papa et maman celle-là. Arrêtez de nous prendre pour des idiots avec vos rapports qui vous permettent d'aller vous immiscer dans l'intimité de vos citoyens. S'il vous plaît, juste ça, s'il vous plaît. Bon, et maintenant on va contrebalancer un peu ce rapport, nuancer un peu avec la réaction de Karim Zeribi. Ouais, elle commence à me chauffer, moi, cette histoire. Faut qu'on change de point de vue, là. Écoutez, moi je suis un peu perplexe parce que bien sûr qu'il faut lutter contre l'extrémisme religieux, surtout s'il veut mettre à mal les fondements de notre République. Mais ce rapport, d'abord qui est établi par des personnes qui ont un parcours prestigieux, hein, et par les renseignements français, dont une que je connais très très bien, un diplomate et un préfet, me semble quand même, je dirais, perplexe parce que je vois pas comment ils peuvent être au fait de sujets au plus proche du terrain, dans les quartiers. Enfin, je veux dire, l'ambassadeur en question qui a été en poste aux quatre coins du monde, donc c'est les renseignements, c'est les renseignements français, les renseignements territoriaux, qui ont concocté la base du rapport. Hein. D'accord, bah écoutez, comme vient de le dire André, je pense qu'il faut agir puisqu'on a les moyens d'agir, quoi. Je veux dire, mais moi ce que je remarque, c'est que 300 jours sur 365, on parle des musulmans, de l'islam, de l'islamisme, de l'islam radical, de l'islam politique, de l'entrisme. Enfin, on utilise une sémantique qui est multiple, mais s'il n'y avait pas je dirais, ces sujets, de quoi parleraient nos politiques? Ah non, non, c'est encore pire que ça, Karim. Moi, je fais des vidéos tous les jours depuis plus d'1 an et je peux te le dire, c'est pas 360 sur 365, mais bien 365 sur 365. Et encore, ils bossent à augmenter ce chiffre, je crois. Je te le dis, on parle de ça tous les jours. Et je mets au défi n'importe qui de trouver un seul jour dans l'année qui vient de s'écouler ou dans l'année qui va s'écouler, de trouver un seul jour où les médias de notre pays n'évoquent pas le sujet. Et celui qui le trouve, il m'envoie sur Twitter: regarde Média Masqué, aujourd'hui les médias n'ont pas parlé des musulmans. Et je m'engage à dire publiquement: je suis un menteur, voilà, j'ai menti. Mais je vous préviens, ça n'arrivera jamais. Bon, et maintenant on va retourner sur le rapport et on va passer à David Guiraud. Et là j'aime bien, là on commence à avancer, là on commence à avancer. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de ce rapport sur les frères musulmans commandé par l'État l'année dernière? Je crois qu'on assiste à un moment assez difficile dans l'histoire de notre pays, dans lequel on a un conseil de défense sur une menace qui est présentée comme ça, qui s'appelle les frères musulmans. Alors j'ai pas encore lu le rapport, j'ai vu des extraits, mais je suis pas sûr que le rapport soit en capacité de le définir très bien, en fait. Qu'est-ce que c'est que les frères musulmans, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont leurs réseaux, leur organisation. Pour l'instant, il n'y a que des événements assez flous et des connexions assez lâches qui sont mises entre elles. Et ce qui me inquiète dans la séquence actuelle, c'est qu'on est en train de construire une islamophobie d'État. Et qu'aujourd'hui, on est en train d'assister pleinement, mais vous savez, malheureusement, dans l'histoire de notre pays, il y en a eu d'autres, à la construction d'un ennemi de l'intérieur. Fut un temps, c'était le complot juif, aujourd'hui, c'est le complot musulman. Et ce qui m'inquiète, c'est que je sais où mènent ces discours. Voilà, alors on n'en est pas, fort heureusement, aujourd'hui, là, mais en tout cas, on est en train de créer un nouveau discours de la 5e colonne, et habituellement, c'est l'extrême droite qui crée ces discours-là. Là, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui le porte. C'est le gouvernement qui essaye d'écraser, parce que si j'ai bien compris dans le rapport, il y a quand même un élément intéressant, c'est que quelque part on nous dit la nébuleuse frères musulmans se constitue quand il y a un retrait de l'État ou quand il y a une forme d'islamophobie. Mais il faudrait peut-être que l'État se demande s'il n'a pas justement participé à tout ça. Quand on ferme une école comme l'école Averroès à côté de chez moi, qui a un enseignement où les gens sont respectueux des règles de la République, qu'on laisse ouvert par ailleurs Betaram, où il y a 150 accusations pour viol et violences sexuelles sur des gamins, mais qu'on ferme un établissement privé musulman pour des motifs extrêmement flous, avec une justice qui donne tort à l'État, mais je veux dire, on est en train de sombrer. Voilà. Mais c'est très grave. Moi, je l'ai survolé, le rapport, il est flou. Même pire que ça, il est brumeux. On comprend rien.
On nous parle de mouvance, de réseaux tentaculaires, y a pas de nom, y a pas de tête pensante. Comment se finance-t-il? Comment s'organise-t-il? On n'en sait que dalle, tu peux te gratter pour avoir la réponse. Moi je veux bien qu'on prenne la menace au sérieux, mais la vraie question c'est pourquoi Bruno Retailleau a voulu rendre ce rapport public? Parce qu'à la limite, t'es au courant du rapport. Agis, fais ton boulot, t'es ministre de l'Intérieur. Mais non, toi tu le prends, ce rapport vieux d'1 an, et tu le rends public. Alors, c'est évident que t'as compris que le rapport était trop imprécis pour être exploité, mais par contre, si on le rend public, on peut donner du grain à moudre à l'extrême droite. Eh oui, c'était ça son objectif, je l'affirme. Il veut faire monter l'extrême droite pour préparer son arrivée en 2027. Tout le reste n'a aucun intérêt pour lui. Si vous pensez que notre ministre de l'Intérieur se soucie du bien-être et de la sécurité de ses citoyens, c'est que vous n'avez rien compris. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet, ça va nous faire redescendre un peu. On a l'humoriste Gérard Larcher qui nous parle de Dominique de Villepin et de Bruno Retailleau. Et là vous allez voir, c'est des barres de rire. Ah, il est pas humoriste, il est président du Sénat? Non, c'est pas possible. Sur un certain nombre de sujets, Dominique de Villepin, dont j'ai été le ministre, j'ai du mal à faire la différence avec des propos tenus par l'extrême gauche. Voilà. C'est-à-dire, vous avez l'impression que Dominique de Villepin parle comme sur un comme certain nombre de Jean-Luc sujets, Mélenchon. c'est en tous les cas mon sentiment. Mais sur sa critique qu'on peut entendre dans d'autres voix, dans d'autres bouches, qui est de dire que Bruno Retailleau, quelle est vraiment sa différence avec quelqu'un comme Jordan Bardella, par exemple, sur le fond? Écoutez, sur le fond, il y a une vraie différence. Lesquelles? Dites-nous. Par exemple, sa vision sur l'économie, sa vision sur l'équilibre de la société, sa vision sur la laïcité. Eh bien, Bruno Retailleau, c'est tout autre chose que Jordan Bardella. En quoi les différences sur la laïcité? Par exemple, sur la laïcité, vous avez un Bruno Retailleau très attaché à la loi de 1905, très attaché à ne pas prendre le communautarisme comme une espèce de levier politique. Alors, Dominique de Villepin, c'est l'extrême gauche et Bruno Retailleau, ce n'est pas l'extrême droite? Mais il vit dans quel monde celui-là? Dans quelle réalité parallèle? Il se fout de notre gueule? Déjà que Jean-Luc Mélenchon lui-même, ce n'est pas l'extrême gauche. Alors si maintenant, des mecs de droite qui défendent un peu Gaza, ça devient l'extrême gauche, on va pas s'en sortir. Mais par contre, Bruno Ratatouille, il a dit abat le voile, chose que Jordan Bardella et Marine Le Pen n'ont jamais dit. Et lui, ça va, c'est la droite modérée. Mais Gérard Larcher, soit tu commences à perdre la boule, soit t'es en train de nous prendre sévèrement pour des idiots. Il n'y a que ces deux solutions, il y en a pas d'autres. Bon, et maintenant pour terminer les amis, on va jouer à un jeu, les 7 familles. Mais attention, c'est une variante un peu spéciale, la variante conflit d'intérêts. Dans la famille Macron, je voudrais Tiffaine Ozière, fille de Brigitte Macron et belle-fille du président de la République. Elle était avocate à l'origine, mais elle est devenue connue grâce à ses chroniques dans Touche pas à mon poste. Et d'ailleurs, selon Paris Match, elle serait en couple avec Cyril Hanouna. Mais bon, c'est pas le sujet. Tiffaine a obtenu un nouveau job chez Arverne, une société spécialisée dans la transition énergétique. C'est un poste d'administratrice qui implique de participer à quelques réunions par an. Et c'est très bien payé. En 2024, Tiffaine a touché 62 000 €. Bon, en vrai, on est très content pour elle, hein. Sauf que il y a peut-être un petit conflit d'intérêts dans l'histoire. Le règlement intérieur d'Arverne prévoit que les administrateurs indépendants n'aient aucune relation financière ou familiale avec la société, le groupe ou sa direction. C'est quoi le rapport? Eh bien, parmi les actionnaires d'Arverne, on retrouve l'État qui détient indirectement 9,3% des parts, plus 8,5% via Renault. Et le lien entre Tiffaine Ozière et l'État, il est assez simple à voir étant donné que son beau-père est littéralement président de la République. Vous commencez à saisir le problème? Et bah ça s'arrête pas là. Devinez qui valide les permis de recherche d'Arverne? Ben c'est Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie et accessoirement le témoin de mariage d'Emmanuel et Brigitte Macron. Autant dire que Tiffaine a sûrement son numéro. La dernière chose, c'est qu'en tant qu'avocate, Tiffaine Ozière n'était pas vraiment qualifiée pour un job qui attend d'elle des missions à responsabilité dans le domaine de l'énergie. D'ailleurs, et c'est assez ironique, l'une de ses missions c'est de gérer les conflits d'intérêts. Ah bah sympa, on peut dire que ça pistonne à l'Élysée. Après moi je comprends, hein, tu peux pistonner tes proches, tu pistonnes. Mais quand même, c'est les mêmes gars qui nous expliquent qu'il faut se serrer la ceinture. Et quand t'apprends que sa belle-fille prend 60 000 balles par an pour un boulot fantomas, ça fait grincer des dents. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on vote pour un président, il peut mettre sa famille bien, on va pas lui interdire. Mais avant tout, c'est le pays qu'il faut mettre bien, le
pays. Tu peux pas être président et penser en mode chacun pour sa peau. C'est tout simplement incompatible. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.